Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce premier webinaire du SNEP FSU concernant les modalités d'affectation des futurs enseignants stagiaires en EPS. Je me présente, je m'appelle Julien Giraud, je suis professeur d'EPS à l'Académie de Lyon et je suis responsable du secteur stagiaire au SNEP FSU, syndicat majoritaire dans la discipline EPS. Alors, dans un souci de concision et connaissant la pression temporelle qui est la vôtre dans cette préparation des oraux, on va essayer de faire concis, court, rapide et efficace. Et donc, on va découper cette présentation en 3 temps. Une première présentation générale qui sera réalisée par Coralie Bénèche, qui est secrétaire générale de notre syndicat, qui fera un état des lieux de la formation des enseignants, des évolutions et les enjeux. Dans un deuxième temps, je présenterai les éléments plus techniques concernant les modalités de service et de formation, ainsi que le mouvement propre des stagiaires qui va vous concerner. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Et donc, pour cela, vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à tout moment. On a Dominique Parvillier, qui est enseignant dans l'Académie de Limoges, qui se chargera de faire une synthèse et de nous poser les questions. Que dans un souci de concision, Dominique se chargera de faire le porte-parole de vos questions. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, notamment les plus personnelles, mais n'hésitez pas à nous les poser par mail, on prendra le temps. Je prendrai le temps de répondre à l'ensemble des questions et Dominique va vous remettre des contacts et vous les aurez dans le PowerPoint tout à l'heure. Stagiaire@snepfsu.net. Voilà, n'hésitez pas à reposer vos questions sur cette adresse-là. On démarre. Coralie, je te laisse la parole sur la présentation générale et les enjeux de la formation des enseignants. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Julien a fait une brève présentation. Il a oublié de dire que ce n'est pas parce qu'on est militant au SNEP FSU qu'on n'est pas enseignant. Et donc, Julien est prof dans l'Académie de Lyon et moi, je suis prof dans l'Académie de Paris. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que c'est toujours, on a toujours des doutes sur ce que font et donc on est prof évidemment d'éducation physique et sportive. Donc je vais faire rapide, mais quand même il y a quelques éléments à avoir en tête avant de se lancer dans tout ça pour pouvoir bien voir aussi aujourd'hui, quel est le contexte et surtout vous êtes la première année en fait d'une réforme de la formation aboutie qui a impliqué de nombreux changements, qui est aboutie d'un point de vue strictement réglementaire, mais qui n'est pas forcément abouti d'un point de vue de la mise en place, puisque il y aura l'année prochaine la mise en place de nouvelles modalités de service pour les fonctionnaires stagiaires. Et deux, vous savez que cette réforme de la formation qui comprend un certain nombre de points que je vais redonner après a été très controversée et elle s'est faite dans un contexte qui est le contexte de la crise sanitaire et donc elle s'est faite aussi de manière extrêmement rapide dans un contexte où les collectifs, notamment dans les INSPE, ne pouvaient pas se réunir. Donc, cette mise en place, mais vous avez dû vous aussi vous en apercevoir et en faire les frais, a été très, très compliquée. Donc, voilà, cette réforme, elle a été voulue maintenant il y a plusieurs années, enfin il y a 3-4 ans, alors que c'est la 3e réforme en moins de 10 ans quand même. C'est ça qu'il faut se dire, donc c'est très complexe. On voit bien que pour la formation des enseignants, il y a des véritables enjeux parce que l'école, c'est quand même un lieu de formation et tant qu'on est sur, est-ce que nous, en tout cas auquel on est attaché sur un service public et un concours national, que je redonnerai après un certain nombre d'éléments, et les enjeux de la formation sont importants pour l'administration comme pour nous. Alors, dans cette réforme de la formation, on a changé l'année du concours. Donc, vous êtes aujourd'hui normalement en Master 2 ou en tout cas titulaire d'un Master 2, alors qu'avant, il suffisait d'un Master 1 pour pouvoir s'inscrire au concours. Ce concours, il a été modifié
notamment avec l'ajout d'une épreuve qui est l'épreuve d'oral 3. Je rappelle que cette épreuve, en tout cas, nous n'en voulions pas, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, et qu'en EPS, en tout cas, il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient introduites, notamment dans l'oral 1 et que vous retrouvez dans l'oral 3. Mais ce qui nous inquiète dans cette épreuve d'oral 3, c'est une mise en conformité, en tout cas, une unité de ce qu'on voudrait voir, un certain formatage de ce qu'on voudrait voir et de ce qu'on attend des fonctionnaires stagiaires. Ensuite, il y a effectivement la mise en place lors du master de nouvelles modalités de stage. Donc, soit vous étiez en SOPA, soit vous étiez contractuel alternant. Alors ça a créé de nombreux soucis pour la mise en place et de nombreuses questions et questionnements pour vous notamment, parce que entre l'attrait et l'intérêt que vous pouvez avoir d'être déjà en responsabilité complète et aussi de pouvoir bénéficier d'une rémunération, je ne vais pas dire importante, mais en tout cas d'une rémunération plus importante que celle qui a lieu en SOPA. Et en même temps, tout ce que ça implique pour vous, c'est-à-dire une responsabilité totale alors que vous êtes encore en formation. Et ça implique aussi un investissement beaucoup plus important dans les établissements scolaires. Je ne vous cache pas non plus que plus il y a de contractuels alternants, moins il y a de postes au concours et moins il y a de possibilités de mutation. Alors, je ne vais pas faire tout le lien sur plus il y a de contractuels alternants, moins il y a de postes au concours. Vous faites rapidement le lien. Et après, sur les possibilités de mutation, peut-être on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est sûr que plus on bloque de postes pour des enseignants, pour des contractuels, et moins on peut, pour les enseignants titulaires, muter. Et la dernière étape que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est le dernier pan de la réforme de la formation, c'est les modalités de service. Et sur ces modalités de service, même si nous avons l'essentiel des modalités de service entre les affectations à temps plein pour tous les lauréats issus d'un master MEF notamment, nous n'avons pas le déroulement de la formation. Donc, Julien en reparlera un petit peu tout à l'heure de ce que je me souviens, de ce dont je me souviens qu'il doit faire. Mais en attendant, la circulaire n'est pas sortie. On est quand même au mois de mai et cette circulaire d'affectation n'est toujours pas sortie et ça va mettre sur... Enfin, on ne sait toujours pas, pour ceux qui seront affectés à temps plein, même s'il est écrit qu'ils doivent avoir 10 à 20 jours de formation par an, on ne sait pas ce que sera le contenu de la formation et surtout comment vous l'aurez. C'est-à-dire, est-ce que ça viendra en plus de votre affectation à temps plein devant élèves ou est-ce qu'on vous déchargera un petit peu pour pouvoir assister à cette formation? Tout cela, ce ne sont pas des éléments dont on dispose. Et bien évidemment, de toute manière, je le répète ici, nous sommes attachés à ce que l'année de stagiaire ne soit pas une année à temps plein devant élèves. On a besoin de temps quand on est fonctionnaire stagiaire pour avoir du recul, pour analyser ce qu'on a fait en cours, mais aussi on a besoin de temps de formation. C'est très important de pouvoir, et notamment du temps de formation sur les APSA. Vous allez découvrir un certain nombre de choses, vous allez être confronté à un certain nombre de problèmes. Il y a besoin de recul et de ne pas être complètement absorbé par de la gestion de classe quand on a 20 heures de cours, plus tout ce qui va à côté, les conseils de classe, l'accompagnement des élèves, toutes les réunions qu'il y a. Je passe un certain nombre de détails. Alors, j'ai bien évidemment, je n'ai pas commencé par ça, mais pour présenter le SNEP quand même, donc Julien l'a dit, hein, on est un syndicat de métier et on est un syndicat qui représente majoritairement la profession des professeurs de PS. On appartient, donc c'est le SNEP FSU, on appartient à la Fédération syndicale unitaire. Et effectivement, on a un syndicat ultra majoritaire qui est un peu, comment dire, alors déjà les enseignants sont majoritairement syndiqués, mais après, chez les profs de PS, c'est encore plus marqué, c'est-à-dire qu'on est quasiment à
plus tout à fait, mais quasiment à un tiers de la profession qui est syndiquée au SNEP FSU, parce que le SNEP FSU a une histoire sur la défense de la discipline notamment, puisque c'est un syndicat disciplinaire aussi. Et donc, vous avez pu le constater, peut-être vous l'avez vu dans vos cours d'histoire, hein, parce que le SNEP fait partie de l'histoire de l'éducation physique et sportive sur toutes ces revendications. Et on intervient, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau de la défense des enseignants. Et on peut aussi, je vais faire le lien directement sur aujourd'hui, la discipline EPS et le CAPEPS, par exemple, c'est le concours le plus préservé de l'ensemble des concours sur le nombre de postes qui sont offerts. Et ça, c'est dû en grande partie, grâce à l'activité du SNEP. Et par exemple, vous avez peut-être constaté, à la suite de la publication des résultats du concours interne, qu'il y a 10 postes sur liste complémentaire pour le concours interne et que ça, nous, c'est une bataille qu'on mène de manière durable tous les ans, et y compris en appelant l'ensemble de la profession aussi à ne pas prendre majoritairement des heures supplémentaires. Donc, voilà, on est à peu près à 9000 syndiqués et il y a 33 000 profs de PS. C'est ça le SNEP. Donc, on sera toujours attaché, en tout cas, à défendre et le métier d'enseignant et la discipline. Voilà. Donc ça, c'était une petite présentation qui est courte, hein, qu'on pourrait développer, mais on ne le fera pas ici. Je suis sûre que vous aurez sûrement l'occasion, on aura l'occasion sûrement d'y revenir dans d'autres cadres. Je vais revenir un petit peu sur le recrutement de cette année. Vous savez que depuis le début, depuis le mois de décembre, nous demandons le nombre des inscrits au concours qu'on n'a jamais eu de manière officielle. Mais on a quand même un certain nombre là aujourd'hui d'informations qui fait qu'on sait qu'en gros, il y a moins 30% d'inscrits au concours du CAPEPS cette année. Alors, moins 30%, il y a un effet structurel obligatoirement puisqu'il y a une partie des Master 1 qui ont eu le concours l'année dernière et qui donc ne se représentaient pas cette année. Mais nous sommes quand même relativement inquiets puisque le CAPEPS est le seul concours à ne pas connaître de crise de recrutement. Donc, le fait qu'on ait une baisse de 30% cette année, ça n'était pas attendu. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu sur les autres disciplines aussi, c'est un véritable carnage sur le nombre d'admissibles et on n'a pas le nombre d'inscrits, donc c'est toujours très compliqué. Mais je ne sais plus, je les ai plus sous les yeux, mais voilà, vous comptez à peu près moins 30% d'inscrits au concours et ça, c'est sans compter le nombre de présents. Donc, forte diminution cette année, forte diminution due à la réforme du concours, mais due aussi au manque d'attractivité de plus en plus prégnant du métier d'enseignant. Alors, l'EPS y a un peu échappé, mais on se demande si on ne va pas rentrer dans une nouvelle phase où aujourd'hui, comment dire, le métier d'enseignant, de manière générale, est très, très peu attractif par la très faible rémunération de début de carrière. On ne va pas se le cacher entre nous, hein. Julien en parlera, nombre d'entre vous seront aussi affectés sur l'académie, sur les académies, Paris, Créteil, Versailles, Lille aussi, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, sans faire peur à tout le monde. Il y a des gens qui restent, hein, donc il ne faut pas avoir peur tout de suite. Hein, c'est très intéressant de travailler là-bas. Simplement, les prix sont très élevés. Et commencer sa carrière, en région parisienne notamment, eh bien, oui, financièrement, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, comme vous le savez, on est à 1400, même pas 1400 euros en net. Hein, et donc, on est à un revenu qui est à peu près à en gros 1,1 fois le SMIC aujourd'hui, alors qu'il y a encore, il y a 30 ans, on était à 2,1 fois le SMIC. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une période où le métier d'enseignant n'attire plus et où il y a, en tout cas en termes de rémunération, quelque chose d'important à faire. Je rappelle juste un ou deux trucs, puis après, je vais arrêter. Juste sur la formation.
Le SNEP défend une formation ancrée aussi sur la discipline, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur même si les formations transversales ont leur intérêt, hein, on n'est pas sur on ne dénigre pas toutes ces formations transversales, on est très attaché aux formations disciplinaires. Vous verrez que de toute manière, pour enseigner des APSA, il faut quand même avoir un certain nombre de billes sur les APSA en question. Donc, on est très attaché à cette formation disciplinaire. Et nous, ce qu'on souhaite, par rapport, par exemple, aux questions qui pourraient être posées sur les contractuels alternants et sur le fait que c'est intéressant aussi en termes de rémunération, nous, ce qu'on propose, ce qu'on revendique, c'est des pré-recrutements avec, en fait, une rémunération pendant les études pour tous ceux qui ont été pré-recrutés et qui se destinent au métier d'enseignant. Et je rappelle que dans le cadre de l'école normale supérieure, et il existe aussi des futurs profs de PS à l'ENS, c'est ce qui existe. On rémunère des étudiants qui après doivent 10 ans à l'État. Mais il y a quand même une rémunération pour des étudiants. Et nous, c'est ce qu'on revendique afin que tous ceux qui souhaitent faire le métier d'enseignant puissent faire leurs études dans de bonnes conditions, sans responsabilité de classe et tout ça, parce qu'on sait ce que ça implique, avec des stages, hein, bien sûr, mais des stages de pratique accompagnée notamment, et d'observation qui permettent déjà une entrée progressive dans le métier. Je m'arrête après. On a aujourd'hui donc des recrutements qui ne sont pas à la hauteur des besoins. Vous savez qu'on est en gros à plus de 1500 contractuels qui sont recrutés, donc plus de 1500 contractuels qui sont recrutés sur des moyens pérennes. Ça veut dire qu'il y a des moyens, il y a des supports qui existent pour recruter les enseignants. La deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure je ne sais plus si d'ailleurs si je vous en ai parlé, hein, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Nous, on est très attachés au CAPEPS en tant que concours national. C'est-à-dire ce concours national, contrairement par exemple au CRPE, il recrute sur l'ensemble du territoire. Et après, les affectations, donc ce dont va vous parler Julien, puis ça fera la transition, les affectations, on sait que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. C'est un véritable enjeu parce que on est tous plus ou moins attachés à pouvoir être mobile et à changer d'académie quand on est enseignant, parce que c'est intéressant, parce qu'on en a envie, parce que voilà. Et sauf que, en fait, le système a été construit avec le service public d'éducation de l'école et le concours national pour entrer dans la fonction publique d'État et être enseignant, à en tout cas couvrir l'ensemble du territoire. Parce que on pourrait très bien avoir, en fait, par exemple, si je prends le CRPE, à Bordeaux, vous avez, 1000 candidats pour 100 postes. Et puis, à Créteil, vous n'avez pas assez de candidats pour le nombre de postes offerts. J'exagère, mais c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même ça. Et avec des niveaux de recrutement, du coup, qui sont très disparates selon les académies. Et donc, à Créteil, vous avez un niveau de recrutement qui est très bas au CRPE par rapport à l'Académie de Bordeaux, à l'Académie de Nice, à l'Académie de Montpellier. Or, bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite et surtout, tous les besoins ne sont pas couverts dans des académies comme Créteil, comme Versailles, comme Lille. Donc, voilà. Nous, bien évidemment, on est vraiment très attachés à ce qu'on reste sur un concours national, tout en pouvant derrière, évidemment, muter. C'est-à-dire que nous, on propose aussi des solutions pour les deux. Ce n'est pas parce que vous avez un concours académique c'est pas parce que vous avez un concours académique que ça changera la donne. C'est-à-dire qu'après, quand vous serez affecté à un endroit, vous ne pourrez plus bouger. C'est un peu ce qui se passe sur le concours du premier degré. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai presque tout dit. Et voilà, je vais laisser la parole à Julien. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses. Merci Coralie. Non, tu as été très complète. C'est très bien. On enchaîne directement sur la deuxième partie. Je vais vous présenter donc, du coup, les éléments un peu techniques de votre future année de stage. En tout cas, je vous le souhaite.
Donc, je vais repartir hop, à partir de mon partage d'écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Donc, on y va. Donc, sur les modalités de service et de formation, on a deux cas de figure et bien sûr des exceptions, sinon ça serait pas drôle. Donc, un petit rappel, mais je pense que vous le savez, si vous êtes donc lauréat d'un concours de recrutement là, cette année en EPS et que vous justifiez d'un master 2 MES, vous serez sur une affectation à temps plein devant élèves. C'est ce qui change cette année maintenant, pour aller la repréciser, et vous aurez un crédit de 10 à 20 jours de formation dans l'année. Alors, c'est important de bien comprendre que ce crédit de 10 à 20 jours de formation, il va être déterminé par une commission académique qui va donc, en fonction des rectorats, qui va déterminer l'organisation et les modalités de ces formations-là. Pour l'instant, nous n'avons pas le retour de l'ensemble des académies. Voilà, ça peut être assez disparate. Il peut y avoir des formations qui peuvent être à la fois très sur le contenu, qui peuvent être très disciplinaires, basées sur les APSA. On peut avoir des formations qui peuvent être plus généralistes. On peut avoir des formations qui peuvent être massées ou des formations tout au long de l'année. Et chaque rectorat va décider d'aller plus vers 10 jours de formation dans l'année ou 20 jours de formation dans l'année. Il est bien évident que ça crée une disparité importante et donc une inéquité par rapport à la validation de l'année des stagiaires. On l'a fait remarquer au ministère, on aimerait, nous, qu'il y ait une maquette nationale avec un cadrage fort, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous aurez aussi donc un tutorat avec un tuteur. Voilà. Pour tous celles et ceux qui seront donc lauréats d'un concours en 2022, mais qui n'auront pas de master 2 MEF, c'est-à-dire un master 2 STAPS autre. Donc, vous serez affecté, ou sans master 2, notamment les lauréats du concours interne, vous serez affecté à mi-temps devant élèves et à mi-temps dans un parcours de formation adapté. Le mot exact, c'est dispositif de formation lié à l'alternance, donc didactique et pédagogique. Donc, ça reprend en fait la formule de cette année, c'est-à-dire un mi-temps devant élèves et un mi-temps en formation. La formation et les modalités de l'organisation seront décidées par la commission académique en lien avec l'INSPE et sous l'égide de l'INSPE qui va organiser aussi tout cela. Cette formation-là va forcément aboutir à la validation d'un master de MEF. Alors, les lauréats qui auront déjà un master 2 non MEF devraient valider un certain nombre d'UE. Donc, il y aura un parcours vraiment adapté, individuel et adapté en fonction des lauréats. Des cas particuliers, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, vous avez la liste de 4 cas particuliers. Si vous faites partie de ces cas particuliers, je vous laisse lire. N'hésitez pas à nous contacter. Je ne vais pas détailler l'ensemble des situations. Ça concerne peu de lauréats. Voilà, qu'on puisse vous préciser vraiment vos modalités d'affectation, enfin pas d'affectation, mais de service. Voilà, on a toujours chaque année des situations très particulières en fonction de ce que vous avez fait avant, de là où vous venez, si vous êtes déjà titulaire de la fonction publique, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter par mail, qu'on puisse vous répondre précisément là-dessus. Ce qui vous intéresse peut-être davantage, la question de l'affectation, et donc du mouvement spécifique des fonctionnaires stagiaires. Donc c'est un mouvement national à partir de cette année d'affectation pour votre année de stage et qui concerne uniquement votre année de stage. Voilà, puisque vous allez donc être affecté dans une académie et sur un poste pour effectuer votre stage, mais vous ne serez pas titulaire de cette académie. Voilà, c'est uniquement pour faire votre stage et ensuite vous devrez participer au mouvement des mutations classiques qu'on appelle mutations dans le langage courant de l'éducation nationale, où après vous obtiendrez une académie et un poste.
Donc, ce mouvement national, quelques principes de base. Donc, c'est un mouvement qui est basé sur le barème individuel de chacun et les capacités d'accueil de chaque académie. Alors, le barème individuel, on va le voir ensemble, hein. Il y a des bonifications qui sont liées à votre situation personnelle, professionnelle et antérieure. Et les capacités d'accueil de chaque académie, ce sont des éléments que le ministère ne nous donne pas à l'avance et qui ne communique pas à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui, dans l'académie de Lyon, dans laquelle je suis, il y aura l'année prochaine 50 supports pour des stagiaires. Voilà. Ça, c'est une donnée que le ministère ne nous donne pas et ne donne pas aux candidats. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a peu de variations d'année en année, mais on peut avoir des surprises sur certaines académies où on a un nombre de places qui peut évoluer soit à la hausse, soit à la baisse en fonction des années. Voilà. Je resterai là sur ce point-là. Donc, vous avez des bonifications pour votre barème individuel. Vous avez des bonifications qui sont individuelles, qui sont liées soit à votre situation personnelle et ou à votre situation professionnelle par rapport à ce que vous avez fait avant. Il y a une spécificité pour les lauréats qui sont déjà titulaires de l'éducation nationale. Ça concerne essentiellement des collègues qui sont déjà professeurs des écoles et qui ont le concours soit en externe, soit le CAPES interne. Et puis, une particularité aussi pour les lauréats qui étaient précédemment contractuels en EPS et qui justifient d'une expérience donc en EPS significative qui est d'1 an et demi à temps plein sur les 3 dernières années. Si vous faites partie de cette catégorie-là ou que vous pensez peut-être en être, n'hésitez pas à nous ressolliciter, bien évidemment, par mail pour qu'on puisse voir ensemble et répondre précisément à vos questions. Donc, les bonifications liées au concours. Donc, tout d'abord, il y a une bonification qui est liée à votre rang de classement au concours. Et ça, dans chaque concours. Donc, je rappelle qu'il y a une affectation pour 4 concours. Il y a 4 concours de recrutement cette année en EPS. Le CAPEPS externe, le CAPEPS interne, le CAPEPS troisième voie, avec 10 postes, et l'agrégation externe. Donc, pour chacun de ces concours, le ministère découpe c'est un joli mot, mais c'est comme ça, découpe les admis en 10, la totalité des admis en 10, et par décile, elle attribue des points. 150 points pour le premier décile dans chaque concours, et ensuite, on déroule tous les déciles jusqu'à 15 points, le dernier décile. Donc, par exemple, je prends l'exemple du CAPEPS externe, il y a 680 postes au concours. Les 68 premiers auront donc une bonification de 150 points. Les lauréats classés de la 69e à la 138e place auront une bonification de 135 points, et ainsi de suite pour les bonifications supplémentaires, enfin les bonifications à la suite, pardon. Pour le concours CAPEPS troisième voie, il y a potentiellement 10 postes, donc 10 admis. S'il y a 10 admis, eh ben, le premier aura 150, le deuxième aura 135, et ainsi de suite. Une bonification très spécifique pour les lauréats à l'agrégation externe, donc, qui est de 100 points sur tous les vœux. Voilà, donc c'est une bonification pour les lauréats de l'agrégation externe. Ça concerne très peu de collègues, puisqu'il y a 40 postes à l'agrégation externe, pardon, et que chaque année, on a à peu près la moitié de ces 40 postes qui sont obtenus par des collègues qui sont déjà titulaires de l'éducation nationale, qui sont déjà profs de PS, et qui donc ne participent pas à ce mouvement d'affectation. Alors, le deuxième type de bonification, vous avez des bonifications familiales. Donc, la bonification de rapprochement de conjoints. Donc, 150 points sur le vœu de la résidence du conjoint, qui doit être obligatoirement positionné en vœu 1. Et la bonification, elle est valable aussi sur toutes les académies qui sont limitrophes. Je prends un exemple, je vais changer un peu, je vais prendre l'académie de Nantes. Donc, j'ai un rapprochement de conjoint sur l'académie de Nantes. Donc, je dois forcément mettre le vœu Nantes en vœu 1. Et j'aurai donc 150 points sur ce vœu 1 et j'aurai 150 points sur les académies limitrophes que je mets à la suite, c'est-à-dire Rennes,
Poitiers et Orléans-Tours, si je ne me trompe pas. Voilà, il y en a peut-être une autre, mais vous me corrigerez dans le chat si j'ai une faiblesse en géographie. Vous avez des bonifications toujours dans la partie familiale liée aux enfants. Donc 75 points par enfant de moins de 18 ans, qui s'ajoute donc à la bonification précédente, et aussi une bonification liée à l'autorité parentale conjointe, voilà, de 225 points pour un enfant, puis 75 points par enfant. Alors, ça concerne peu de lauréats. Pareil, n'hésitez pas à nous solliciter par mail pour qu'on puisse répondre précisément sur des questions. Là, c'est des questions très personnelles, notamment sur l'autorité parentale conjointe. Je reviens juste sur la question du rapprochement de conjoints. Donc, le rapprochement de conjoints, parce qu'il y a déjà eu des questions dans le chat là-dessus, donc je réponds tout de suite. Je réponds tout de suite dessus. Donc, la note de service qui cadre le mouvement précise bien que donc, la date du Pacs ou du mariage doit être avant le 30 juin 2022. Voilà, et il faut absolument produire des pièces justificatives liées à la situation du conjoint et des enfants, d'ailleurs, du conjoint, parce que voilà, il faut que votre conjoint puisse justifier d'une activité professionnelle. Donc, si vous avez des doutes, des questions sur cette partie-là, qui sont en dehors de la date limite du 30 juin pour la date de Pâques et la date de mariage, sur la nature, on va dire, de l'activité professionnelle de votre conjoint ou de votre conjointe, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. On pourra vous aider, vous donner notre avis par rapport à la lecture de la circulaire et puis vous soumettre nos conseils. Voilà. Puisqu'après, ça va dépendre aussi, là, on va être sur des situations très personnelles, notamment celles et ceux qui ont des conjoints qui sont sur des professions libérales ou sur de l'auto-entrepreneuriat. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Je passe à la slide suivante. Donc, nous passons maintenant aux bonifications liées à la situation professionnelle. Donc, il y a des bonifications qui sont données pour les lauréats qui étaient précédemment, par exemple, titulaires de la fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale. Attention, on parle bien là de la fonction publique d'État hors éducation nationale, puisque ceux qui sont déjà titulaires d'éducation nationale sont déjà titulaires d'une académie ou d'un département, s'ils sont dans le premier degré. Donc, ces lauréats-là ont une bonification de 200 points sur l'académie de leur dernier poste. Ils doivent fournir, bien évidemment, une pièce justificative, sur leur ancienne fonction. Et ils doivent obligatoirement mettre cette académie en vœu 1 pour pouvoir bénéficier de la bonification. S'ils mettent une autre académie en vœu 1, la bonification ne pourra pas être donnée, même si ils mettent le vœu, même s'ils mettent cette académie en vœu 5. Il y a aussi une bonification pour les lauréats justifiant de services accomplis en tant que contractuel AED d'une durée d'au moins 1 an à temps plein sur les 2 dernières années. Et cette bonification est de 200 points sur l'académie d'exercice du dernier contrat. Alors, attention, c'est différent de ce qu'on a présenté tout à l'heure sur la question des ex-contractuels qui justifient d'1 an et demi à temps plein sur les 3 dernières années. Eux, ils sont maintenus en académie. Mais si, par exemple, vous êtes contractuel et que vous n'avez pas les 1 an et demi sur les 3 dernières années, mais vous avez qu'1 an sur les 2 dernières années, vous aurez une bonification de 200 points sur l'académie où vous avez exercé. Pareil pour les AED. Voilà, avec des pièces justificatives, bien évidemment, qui sont les contrats de travail, mais c'est extrêmement logique. Je vous donne ici les contacts, donc l'adresse générique stagiaire@snepfsu.net, ainsi que mon adresse professionnelle, personnelle, syndicale, julien.giraud@snepfsu.net. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes celles et ceux qui ont des questions, si vous voulez, qu'on puisse répondre plus précisément. Parce qu'évidemment, on ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui. Et puis, je vous ai mis, puisque je vais vous envoyer
ce soir ou demain matin, vous recevrez ce PowerPoint et vous aurez un lien là en dessous sur les responsables académiques stagiaires du SNEP FSU. Vous aurez un lien vers les contacts dans les académies de tous les responsables académiques stagiaires du SNEP. Voilà, puisqu'on a une déclinaison dans chaque académie, on a un collègue qui est référent, voilà, et qui vous accompagnera notamment sur la deuxième phase d'affectation, qui sera la phase intra-académique, que je n'ai pas évoquée pour l'instant, mais que peut-être on pourra évoquer dans les échanges. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Je laisse la parole, on passe au troisième temps. Dom, est-ce que tu as pu, enfin, c'est sûr, tu as pu, même si tu es très à l'envers. Est-ce que tu as quelques questions ou quelques thèmes qui sont remontés dans le chat et voilà, qui souhaitent une réponse? Alors, il y a plusieurs différences sur les questions, il y a plusieurs thèmes en fait. Donc, je sais que Coralie a commencé à y répondre déjà un petit peu dans le chat. Tout d'abord, sur la formation. Il y a sur les 10 à 20 jours de formation, est-ce que c'est en décharge de service? Est-ce que ça peut éventuellement être pendant les vacances? Et par rapport au tuteur, est-ce que c'est un tuteur qui est en établissement, qui peut être en dehors de l'établissement, ou est-ce que ça peut éventuellement être un tuteur INSPE, voire les deux? Je commence, tu complètes Coralie. Alors, donc sur la formation, pour l'instant, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas la remontée de toutes les académies. On entend quelques bruits. Voilà. Effectivement, chaque académie va être maître pour déterminer les modalités d'organisation de la formation. On sait que certaines vont mettre en place des jours précis dans la semaine. Alors, ce ne sera pas toutes les semaines une formation, mais ça va être régulier avec des jours dans la semaine où ils commencent à demander au chef d'établissement de libérer les stagiaires, les futurs stagiaires, pour pouvoir positionner des formations là-dessus. On a quelques académies qui ont laissé entendre qu'ils pourraient éventuellement positionner des formations pendant les vacances. Vous pensez bien que nous, c'est un point d'achoppement fort là-dessus. Donc, on est aux aguets, on cherche l'information, on pèse là-dessus. Je laisserai Coralie compléter, puisque là-dessus, elle a plus d'éléments, puisqu'elle est en lien régulier avec le ministère. Juste pour le tuteur, dans la mesure du possible, les rectorats essayent de mettre les tuteurs, choisir des tuteurs qui sont dans l'établissement, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Et là, comme vous serez très majoritairement en EPS à temps plein devant les élèves, il y a des équipes qui sont petites. Vous allez peut-être être dans un établissement avec peu de collègues EPS, et donc vous pouvez avoir un tuteur qui sera dans l'établissement à côté. Mais ça sera théoriquement un tuteur de terrain. Coralie, je te laisse compléter. Oui, bah, ça va être rapide. Julien, tu as dit l'essentiel. Encore une fois, ce que j'ai dit en introduction, le problème, c'est qu'on ne dispose pas forcément de tous les éléments et qu'en plus, il va y avoir des dispositifs académiques, notamment sur la formation. Nous, bien évidemment, ce qu'on demande, c'est une décharge de service, c'est-à-dire que vous ne soyez pas affecté pour les profs de PS à 20 heures, c'est-à-dire à 17 plus 3. On parle ici des collègues, des collègues, des futurs lauréats qui seront titulaires d'un master de MEF et qui seront donc affectés à temps plein. Pour les autres, ce n'est pas tout à fait la même chose puisqu'ils seront à mi-temps devant élèves et que pour le coup, ils auront un tuteur INSPE, un tuteur de terrain. Pour ceux qui seront affectés à temps plein, donc décharge de service, c'est notre demande et nous sommes intervenus et normalement, ça s'est réglé. Il n'y aura pas de formation pendant les vacances scolaires. Et en tout cas, s'il y en a, on fera tout de nouveau pour que ça soit bien évidemment pas possible. Et sur le tuteur, c'est ce qu'a dit Julien. Faut savoir que c'est un tuteur de terrain pour ceux qui sont affectés à 20 heures.
ou à 17, hein, selon agrégé ou prof de PS. Et puis, ben, c'est compliqué d'avoir, y compris, et je vais le dire comme ça, parce que les tuteurs de terrain sont de plus en plus difficiles à trouver. C'est un travail considérable. On n'est pas... il faut rappeler que les tuteurs de terrain n'ont pas de décharge de service, donc ils font ça en plus de leur temps de service, et que, eh bien, ils sont pas, la rémunération, elle a considérablement diminué depuis quelques années. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, vous n'avez plus beaucoup de volontaires. Alors, je ne veux pas vous faire peur pour faire tuteur de terrain. Ça devient, vous verrez, c'est assez compliqué, mais dans la mesure du possible, vous aurez un tuteur dans votre établissement. C'est ce qu'essayent de faire, en tout cas, les rectorats et par l'intermédiaire des inspecteurs. Voilà sur ce point. Il y a pas mal de questions que j'essaie de regrouper pour être clair. En gros, l'idée qui ressort pour beaucoup, je pense, c'est comment est-ce que je peux être sûr de rester dans mon académie pour faire mon année de stage. J'ai passé mon concours cette année dans telle académie. Comment je peux optimiser mes chances, on va dire, pour rejoindre cette académie-là? Alors, c'est une question qui est très difficile à répondre puisque il y a un mouvement, il y a un barème. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de places par académie. Donc, il faut, de toute façon, dans votre stratégie de vœux, il faut, et c'est important, hein, il faut mettre, vous avez 6 vœux possibles, et il est extrêmement important dans ces 6 vœux de mettre les académies dans lesquelles vous souhaitez aller. Alors, ça peut paraître un peu idiot ce que je dis là, mais chaque année, voilà, on est confronté à des lauréats de concours qui se retrouvent dans une académie dans laquelle ils ne voulaient pas aller, mais qu'ils ont mis dans leur vœu. Donc, voilà, le premier conseil que je vous donne, c'est vous avez passé le concours à Clermont-Ferrand, vous voulez absolument rester à Clermont-Ferrand, la première chose à faire, c'est de mettre Clermont-Ferrand en vœu. Hein. Ça, c'est la priorité. Après, essayez d'utiliser, comme c'est un mouvement national, si jamais voilà, vous n'avez pas le barème pour être affecté pour votre année de stage à Clermont, dans l'académie Clermont, ça vaut le coup d'utiliser les 5 autres vœux pour essayer de jouer sur des académies dans lesquelles vous souhaitez aller. Alors après, chaque situation est très personnelle. Et donc, voilà, les stratégies de vœux, ça dépend. Il y en a qui préfèrent venir en Île-de-France tout de suite pour leur année de stage parce que, pour des raisons personnelles ou parce qu'ils pourront déjà faire valoir un rapprochement conjoint. D'autres préfèrent rester autour de leur lieu de vie ou de leur vie étudiante. Donc, c'est important de faire valoir vos 6 vœux. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas les capacités d'accueil par académie. Donc, c'est extrêmement compliqué. Le ministère fait en sorte de répondre aux besoins des recteurs. Donc, les recteurs font remonter les besoins. Et puis, voilà. Mais il se peut qu'il suffit que dans une académie, il y ait un taux de réussite très important au concours. Ce qui est déjà arrivé, les académies de Lyon, Dijon, Nantes, Rennes, voilà, dans les années, il y a des académies qui explosent au concours. Et forcément, on a des déçus dans ces académies-là, parce que ceux qui ont le plus petit barème ne peuvent pas rester dans leur académie. Voilà. Coralie, je te laisse compléter. Oui, il y a juste un point que je donnerais parce qu'il répondra à une question qui a été posée qui intéresse souvent, c'est-à-dire que vous pouvez, dès la première année de stage, enfin, c'est ce qui… Alors, je fais juste un rappel. Hein. Aujourd'hui, il y a des modalités d'affectation et il y a une circulaire, enfin, ce qu'on appelle les lignes de gestion. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Actuellement, vous avez la possibilité, lors de votre année de stage, que ça cumule déjà les années de séparation. Donc, pour répondre, je ne sais plus à qui, si jamais vous décidez cette année, vous êtes sur Orléans et vous vous dites, je vais monter à Créteil, ça vous fera déjà une année de séparation de conjoint. L'année de stage compte. Par contre, votre année, cette année-là, en tant que telle, en tant qu'étudiant, même si vous êtes contractuel, même si ça ne compte pas. Donc, il y a parfois des stratégies à avoir.
pour cumuler des points de séparation de conjoints. Et j'en profite tout de suite parce que pour vraiment rappeler à tout le monde, donc vous vous connectez sur Sial et surtout vous imprimez votre document comme quoi vous vous êtes bien connecté, d'accord? Parce que sinon, vous n'avez pas de preuve de connexion malgré toutes nos demandes. Donc, c'est un conseil, imprimer la fin de votre connexion à Sial et vos différents vœux. Julien, je pense que tu peux peut-être revenir sur ces 6 vœux. Est-ce qu'on est obligé d'en faire 6? Si on n'en fait pas 6, quel risque on prend? Et si jamais aucun des 6 vœux n'est possible, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, vous n'êtes pas obligé de faire 6 vœux, mais c'est dommage puisque vous avez la possibilité d'en faire 6. Autant en profiter. Puisque si vous n'obtenez pas de vœux, vous êtes traité ce qu'on appelle sur la table d'extension. Et donc, la table d'extension, elle est disponible dans la note de service. Et donc, on part de votre premier vœu et il y a une liste d'académies et on étudie votre situation, votre barème en fonction de cette table d'extension. Alors, ne me la demandez pas, je ne la connais pas par cœur, mais grosso modo, voilà, si vous avez mis qu'un seul vœu, le vœu 1, vous avez mis Lyon, vous n'obtenez pas Lyon parce que vous n'avez pas assez le barème, et ben après, le ministère l'algorithme qui gère ces affectations, le ministère qui en est responsable, va regarder votre situation, votre barème, d'après la table d'extension. Donc, Lyon, de mémoire, la deuxième académie, c'est Grenoble, il doit y avoir Dijon, voilà, on est sur les académies qui sont autour. Puis l'algorithme qui s'arrête jusqu'au moment où vous avez le barème pour rentrer dans l'académie. Donc, vous pouvez obtenir une académie que vous n'avez pas souhaité. Voilà. Attention, dans les tables d'extension, Paris, Créteil, Versailles, Créteil et Versailles arrivent très rapidement aussi. Donc, voilà, ne pas faire 6 vœux, ça vous expose à être traité en table d'extension et potentiellement à être vu assez rapidement sur Créteil et Versailles. Et là où il n'y a pas de difficulté, vous aurez le barème pour être affecté en tant que stagiaire sur ces 2 académies-là. Et même par rapport aux questions qui sont posées, hein, même si vous avez formulé 6 vœux, vous pouvez très bien vous retrouver en extension. Alors aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, nous n'avons plus rien comme données. On continue de les demander, mais il y a encore quelques années, on connaissait les barèmes d'entrée à peu près, mais ça dépendait énormément des réussites en Master 1. Donc, Julien l'a dit, il y a des académies qui sont très peu accessibles, qui étaient très peu accessibles, mais cette année, on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Bien évidemment, on sait que Lyon et Rennes étaient des gros centres de production, entre guillemets, de lauréats du concours. Et donc, il y avait très peu d'accès possible à ces académies-là. Mais tout a été rebattu et les modalités d'affectation aujourd'hui nationales font que on n'a pas beaucoup d'indicateurs pour vous dire quoi que ce soit. La seule chose qu'on vous conseille, c'est de formuler 6 vœux, et y compris si vous ne souhaitez, parce que si vous mettez Montpellier, Nice, Bordeaux, il y a un moment donné, si vous préférez par exemple vous retrouver à Paris, à Lille ou dans une académie un peu moins demandée, Orléans par exemple qui est moins demandée, voilà, il ne faut pas hésiter à le mettre en 6e vœu. Parce que, voilà, quoi qu'il arrive, on va dire que sur cette année d'affectation de stagiaires, tout est nouveau, il y a un peu un jeu ça se fait en fonction d'un barème, mais ça va dépendre du nombre de demandes et des barèmes de chacun. Donc, on n'a pas beaucoup de vision parce qu'on n'a pas le nombre de postes de stagiaires par académie. Voilà, donc mettez 6 vœux, mais y compris si vous avez formulé 6 vœux, n'hésitez pas sur le dernier vœu à mettre quelque chose de peut-être un peu plus accessible. Lille, Amiens, Paris, Créteil, Versailles, un peu plus accessible que d'autres académies.
en fonction de là où vous voulez vous retrouver et pour éviter d'être voilà, affecté à un endroit. Par exemple, voilà, si vous mettez 6 académies inaccessibles et que finalement vous vous retrouvez à Nancy alors que vous avez demandé, vous avez demandé que les académies du Sud, je dis ça un peu comme ça au pif, mais c'est déjà arrivé un peu des choses qui sont compliquées après à gérer sur une gestion d'années de stagiaire. Il y a beaucoup de questions qui sont liées au PAX, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de situations personnelles qui pourront être envoyées sur l'adresse mail que tu as donnée, Julien, ou qui peuvent être gérées éventuellement par les contacts académiques. Mais est-ce que tu pourrais préciser le calendrier du PAX, combien ça rapporte de points, la date de prise en compte du PAX, etc. etc. Voilà. Est-ce que ça fonctionne quand les deux sont paxés et qui sont lauréats tous les deux du concours? Parce que on sait qu'en EPS, ça arrive assez régulièrement qu'il y ait deux conjoints qui obtiennent le concours la même année. Ou alors, si mon conjoint est actuellement stagiaire, est-ce que ça marche, le rapprochement de conjoint? Enfin, voilà, toutes ces petites choses. Est-ce que tu peux essayer de donner au moins les règles générales sans rentrer dans les détails? Alors, j'en profite pour rappeler que vous avez jusqu'au 3 juin midi pour faire vos vœux et que c'est aussi à ce moment-là que vous devez déposer vos pièces justificatives sur l'application. Donc, c'est important de bien faire. On a tous les ans des lauréats au concours, en tout cas des candidats qui ont oublié de faire leurs vœux et donc le ministère leur fait un seul vœu qui est l'académie d'inscription au concours. Alors, sur le rapprochement conjoint, je rappelle que pour être considéré comme conjoint, il faut donc être pacsé ou marié avant le 30 juin 2022 et qu'il y a une troisième possibilité pour être conjoint, c'est avoir un enfant en commun. Que pour pouvoir bénéficier de la bonification, il faut que votre conjoint ou votre conjointe justifie d'une activité professionnelle. Donc, justifier d'une activité professionnelle, c'est une activité qui est significative, hein, c'est pour ça que c'est écrit dans les textes. On a coutume de dire, nous, que qu'il faut qu'il y ait un emploi qui corresponde à au moins 6 mois à temps plein sur l'année. Alors, après, il y a des situations très particulières hein, en fonction du type d'emploi. Hein, ça peut être, donc, je vois, il y a une question CDD, CDI. Il faut que ça corresponde à peu près voilà, 6 mois à temps plein sur l'année scolaire. Alors, voilà. Après, il y a des professions où c'est compliqué. Si on a un conjoint qui est auto-entrepreneur, si on a une conjointe qui est profession libérale, kiné, voilà, c'est toujours très compliqué. Donc là, je vous propose sur cette situation-là vraiment de passer, de nous contacter et qu'on puisse nous vous apporter notre expertise sur ces situations particulières. Pour celles et ceux qui, au 3 juin, ne seraient pas pacsés ou mariés, mais qui le projettent avant le 30 juin, puisque effectivement, vous devez faire vos vœux avant, produire les pièces au 3 juin, mais vous avez jusqu'au 30 juin pour vous paxer, hein, c'est un peu paradoxal. Il faut pouvoir produire assez rapidement, en tout cas, soit un rendez-vous mairie et pouvoir amener la pièce justificative rapidement après. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, puisque juste une déclaration sur l'honneur ne suffira pas. Voilà. Donc, ne traînez pas. Voilà, s'il y en a qui comptent se paxer rapidement, ne traînez pas. Les délais en mairie peuvent être un peu longs parfois, suivant les endroits où on est. Hein, il y a des services publics qui se perdent sur le territoire. Donc, ne traînez pas et n'hésitez pas dès le 3 juin, si vous avez voilà, un rendez-vous mairie pour ça, un justificatif lié à ça, de le mettre tout de suite et d'apporter ensuite votre pièce justificative, qui sera le pacte, le mariage, ainsi de suite. Ça permettra tout de suite si vous voulez, de symboliser un peu tranquillement votre dossier. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions qui sont liées sur cette partie-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui sont plus personnelles, avec des cas un petit peu particuliers, donc on n'a pas le temps de répondre à tout ça, donc il faudra envoyer un mail. Il y a plusieurs questions sur les points liés aux situations professionnelles. Les années d'AED, par exemple, est-ce que si j'étais pas à temps plein, est-ce que ça fonctionne? Si j'étais contractuel alternant, est-ce que ça me fait des points bonus? Est-ce que si j'étais en service civique, ça me permet aussi d'avoir des points? Alors, toutes ces situations-là ne donnent pas de points. Alors,
les AED, ça donne 200 points si on justifie, ou ex-contractuel, si on justifie au moins d'un an à temps plein sur les dernières années. Voilà, ça, c'est ce qui donne les 200 points. Sur la question des services civiques, c'est vrai que j'ai vu passer, ou si on a des services incomplets en tant qu'AED, ça ne donne pas de bonification. Il faut vraiment pouvoir justifier d'un an à temps plein sur les 2 dernières années pour pouvoir obtenir une bonification de 200 points. Donc ça, voilà, c'est très cadré, c'est très important. Alors, de toute façon, on va vous demander de justifier l'ensemble de vos contrats. Et tu me disais, la dernière chose, c'était, parce que j'ai vu passer la question du contractuels alternants, sur les contractuels alternants. Alors, les contractuels alternants, ça n'apportera pas de points sur le mouvement. Ce n'est pas… voilà, vous pourrez quand même faire valoir éventuellement sur un reclassement. Alors, il faudra voir en début d'année, mais ça, on en reparlera tranquillement en début d'année. Vous aurez une communication spécifique de notre part sur la question du reclassement. Donc, ça pourra vous permettre éventuellement d'avancer dans votre carrière un tout petit peu plus vite, très légèrement. Donc, voilà. Comment demander ces 200 points? Je le vois. Donc là, il va falloir cocher. Vous avez une case à cocher quand vous faites vos vœux. Une case à cocher, voilà, et qui est ex-contractuel ou ex-AED. Il y a d'autres situations, ex-EAP, enfin, voilà, justifiant d'un an à temps plein sur les 2 dernières années. Juste, ouais, pour compléter, normalement, que ce soit les ex-contractuels ou les ex-AED. Maintenant, les applications de l'éducation nationale permettent de les remonter directement. Donc, vous avez la case à cocher. Et donc, encore une fois, le récapitulatif de situation que vous aurez imprimé sera, fera foi au moment de l'affectation et des barèmes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Après, on parle en année d'équivalent temps plein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, sur les 2 dernières années, 2 services à mi-temps, d'accord, en tant qu'AED, vous avez donc, sur un an, bien un service, un an d'équivalent temps plein. Donc, conclusion, vous pourrez bénéficier de ces 200 points. Ça, c'est la première chose. J'avais sur les contractuels alternants et sur la reprise de l'ancienneté, il faut savoir que ça a été une bataille au niveau de la FSU pour que, effectivement, vous puissiez, tous ceux qui ont déjà exercé comme contractuel alternant, ça soit vraiment considéré en tant que contractuel et ça puisse vous bénéficier à votre entrée dans le métier comme pour un reclassement potentiel. Et donc, ça a été, le texte est paru au mois de décembre, je crois, cette année. Et du coup, ce reclassement-là est prévu pour les contractuels alternants. Voilà. Alors, ensuite, je pense qu'il y a peut-être une petite confusion chez certains entre le mouvement qui va se faire pour cette affectation en académie de stage et l'affectation en tant que titulaire l'année suivante. Donc, est-ce que tu peux expliquer, Julien, comment ça se passe après cette année de stage? Est-ce que j'ai des points de bonus pour gardé la même académie? Est-ce que j'ai des points… Alors, Coralie a expliqué tout à l'heure que si on n'était pas dans l'académie souhaitée, on pouvait avoir éventuellement un éloignement de conjoint pour revenir en fait sur l'académie désirée au départ. Voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça va se passer? Alors, effectivement, c'est 2 mouvements différents. Là, le mouvement auquel vous participez, c'est un mouvement pour une affectation pour votre année de stage, et uniquement votre année de stage. L'académie sur laquelle vous allez être affecté, vous n'en serez pas titulaire. Voilà. Et donc, pendant votre année de stage, vous allez devoir participer de manière obligatoire au mouvement national qu'on appelle MNGD. Alors, c'est les sigles de l'éducation nationale, mais donc le mouvement national des titulaires. Et donc, vous devrez participer à ce mouvement-là dès novembre 2022 pour obtenir une académie pour la rentrée 2023, une fois que vous serez titulaire. À ce moment-là, cette académie-là, vous en serez titulaire, c'est-à-dire que voilà, vous êtes obligé, vous serez dans cette académie-là. Et vous obtiendrez aussi, de fait, un poste, enfin un département, tout d'abord, puis un poste dans ce département
qui peut être un poste directement en établissement, qui peut être un poste sur la zone de remplacement. Donc ça, c'est vraiment le mouvement après. Ce mouvement, il est régi, comme pour là, le mouvement des stagiaires, il est régi par une circulaire qui détaille l'ensemble des éléments, des bonifications, du fonctionnement, et pour lequel nous organisons des stages spécifiques pour vous, quand vous serez stagiaire en novembre prochain. On organisera des stages spécifiques dans toutes les académies pour vous expliquer comment fonctionnent ces mutations, quels sont les enjeux, les stratégies, et ainsi de suite, puisque c'est un mouvement qui est un peu plus complexe que le mouvement d'affectation des stagiaires auquel vous participez pour l'instant. Voilà. Donc, en fonction de votre situation, vous aurez des bonifications diverses et variées. Il y a quelques petites autres questions qui vont peut-être vous intéresser la plupart des personnes connectées. Est-ce qu'on a droit à des jours de préparation pour le concours, là, pour passer les oraux, notamment, je pense à ceux qui sont contractuels alternants, par exemple? Est-ce qu'ils ont droit à des jours pour réviser? Et pour l'année prochaine, si on veut demander un report de stage, comment ça se passe? Si ça fonctionne pour la grève externe, est-ce qu'on perd l'académie obtenue lors de ce mouvement des stagiaires? Est-ce qu'on la perd si on a un report de stage? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question sur le report de stage. Et puis, je laisserai Coralie répondre sur les jours de formation. Donc, sur le report de stage, vous pouvez effectivement, dans le choix entre guillemets, des académies, les 6 vœux que vous avez à faire, vous pouvez faire sur un premier vœu report de stage. Il y a une case à cocher que vous pouvez obtenir. Alors, voilà, il faut justifier votre report de stage. Et du coup, si vous payez un report de stage, donc vous ne serez pas stagiaire à la rentrée de septembre 2022, mais vous serez stagiaire à la rentrée de septembre 2023. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est une académie un peu particulière. C'est un vœu à part. Puisqu'il y a des participants ici qui sont en report de stage cette année et qui vont participer au mouvement des stagiaires ici. Donc, pour tous ceux qui sont en report de stage cette année, vous devez participer là avant le 3 juin au mouvement d'affectation des stagiaires et vous serez traité comme les autres, au mouvement national, en fonction de votre barème, qui sera calculé donc avec votre situation personnelle, votre place au concours de l'an dernier, et vous serez affecté dans une académie et sur un établissement pour la rentrée 2022. Voilà. Et donc, celles et ceux qui souhaitent solliciter un report de stage, c'est un vœu particulier à faire dans l'application avant le 3 juin. Voilà. Coralie, je ne sais pas si tu es là sur les jours de formation. J'ai un petit souci de garde d'enfants. Rapidement, alors je suis désolée, je n'ai pas tout entendu, Julien. Attendez. Sur le report de stage, un truc, parce que j'avais vu la question dans le chat. Si jamais vous ne réussissez pas votre Master 2, et que vous réussissez le concours, vous serez obligatoirement placé en report de stage. Mais vous ne cochez rien, vous. Vous cochez votre académie, les académies que vous souhaitez. D'accord? Mais vous serez obligatoirement placé en report de stage. Et pendant 1 an, vous bénéficierez de ce report de stage pour pouvoir passer votre Master 2. Par contre, si vous n'obtenez pas votre Master 2 à la fin de l'année donc 2022-2023, là, vous perdez le bénéfice du concours. Excuse-moi, Julien, je ne sais pas si tu as répondu à ça, mais j'avais vu cette question-là dans le chat, donc j'y réponds. Il y avait… Sur les jours de formation, avant les oraux, pour les contractuels alternants. Ouais. Il y avait sur les reports de stage. Surtout, le report de stage est prioritaire sur le reste. C'est-à-dire que si vous demandez un report de stage, vous ne pourrez pas après demander une affectation en académie ou quoi que ce soit. On a des cas parfois. Donc, réfléchissez bien. Et voilà. Et la deuxième chose, à partir du moment où vous êtes placé en report de stage, vous perdez aussi l'académie que vous aurez obtenue en affectation. C'est-à-dire que si cette année, vous obtenez une affectation et que finalement, vous êtes placé en report de stage pour défaut de N2, l'année suivante, vous repassez au mouvement. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est très clair. J'espère que ça l'est. Alors, j'ai un petit souci sur les jours parce que je sais que nous, on les a demandés et qu'il y en avait une partie qui était accordée, notamment dans la préparation des écrits, mais sur la préparation des oraux, rien n'est paru. Donc,
faites une demande, pour ceux qui veulent, et faites une demande en tout cas d'autorisation d'absence exceptionnelle, et y compris contacter votre section académique. Je vais revérifier sur les textes, mais je crois que j'avais vérifié et rien n'est écrit. Par contre, n'hésitez pas à demander 48 heures, voilà, vous les demandez, et contactez-nous ou recontactez sur l'adresse stagiaire. Je vais essayer de recontacter le ministère pour avoir une réponse définitive sur cette question-là. Ce que je te propose, Coralie, c'est qu'on fasse un envoi au contractuel alternant, hein, dont on a l'adresse, hein, la plupart d'entre vous, et on vous adressera dans la semaine prochaine, on vous adressera des informations spécifiques là-dessus. J'en profite puisque je vois la question en termes de calendrier. Donc, je rappelle, fin du concours du CAPEPS externe, qui est le dernier concours de recrutement, qui va se terminer début juillet. Les résultats risquent de tomber autour du 5-6. Les affectations académiques, c'est-à-dire l'académie que vous allez obtenir pour votre année de stage, ça va être dans la foulée. Hein, donc, on va être vraiment sur du début juillet et vous aurez à ce moment-là un temps très court pour faire vos vœux à l'intérieur de l'académie. Je prends un exemple. Je vais prendre l'académie de Lille. Vous obtenez l'académie de Lille et voilà, donc début juillet, hein, ça sera je pense que ça va arriver le 8 juillet et vous aurez très peu de temps entre la semaine du 11. Grosso modo, ça va durer 2, 3, 4 jours suivant les académies pour faire des vœux à l'intérieur de l'académie de Lille. Voilà. Des vœux à la fois qui peuvent être départementaux, qui peuvent être sur des secteurs. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien entendre, c'est que nous, on va vous accompagner aussi à ce moment-là. Et ça, c'est très important. Non seulement on va se revoir à Vichy, voilà, on sera présent à Vichy à l'ensemble des sessions là, pour le CAPEPS externe. Voilà, où on sera là à votre rencontre, on pourra répondre à des questions, on va vous distribuer aussi de la documentation, on va vous mettre en action, puisqu'on aura une pétition à signer sur la question de la liste complémentaire au CAPEPS externe, qu'on a obtenue à l'interne. Et puis, surtout, on sera en capacité très rapidement, au moment des résultats du CAPEPS, de vous donner les coordonnées académiques de la personne du SNEP FSU qui va pouvoir vous aider pour faire vos vœux intra-académiques, puisque comme pour les 6 vœux là, qu'il y a à faire maintenant, on recommence au niveau intra-académique et donc il y a des vœux à faire et donc il faut solliciter les bonnes personnes pour pouvoir être aidé à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas, on vous accompagnera encore, de toute façon on vous accompagnera toute votre carrière, mais encore et dès maintenant pour ces questions qui sont très importantes parce que voilà, il faut avoir les meilleures conditions possibles pour faire son année de stage, qui est une année extrêmement importante. Dom, je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes qui peuvent être abordés ou si on arrête là. C'est très technique, donc je pense que ça peut être envoyé par mail, on pourra y répondre le plus rapidement possible. Notamment sur le calendrier, la plupart des questions, tu y as déjà répondu. Je précise qu'on mettra le replay de cette petite soirée d'information, si possible dès demain. On la mettra en ligne sur notre site et puis on la mettra aussi sur Facebook. Donc vous pourrez la re-regarder si c'est pas clair et puis poser vos questions en connaissance de cause. Je te laisse finir sur les fiches orales 3. Oui, alors du coup, je vais juste pour terminer, puisqu'on a un petit peu dépassé en termes de temps, mais on est plutôt bien. Donc, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent sur ma boîte mail. C'est très bien. On répondra à tout le monde. Donc, je vous remets les contacts. Je vous rappelle qu'on vous enverra ce PowerPoint. Hein, donc, vous aurez le lien là en cliquant sur les responsables académiques stagiaires du SNEP FSU. Vous pourrez contacter aussi les collègues dans les académies, hein, pour celles et ceux qui sont déjà, qui savent à peu près où ils vont arriver. Juste un petit rappel, le SNEP FSU, donc on a produit des fiches sur l'oral 3, on est les seuls à avoir produit ça, puis sur ce nouvel oral. On avait fait une communication importante vers les contractuels alternants. Voilà, donc c'est des fiches qui sont support. C'est un dossier qui est très complet, qui est aussi utilisé par des formateurs dans certaines académies.
Donc voilà, vous aurez le lien ici en cliquant là quand vous aurez le PowerPoint. N'hésitez pas à les consulter, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider pour préparer votre oral 3. Et enfin, je vous ai mis aussi le lien sur le lien du site Contre-Pied, hein, la revue Contre-Pied de PS Société, voilà, qui est une production, qui font des productions pédagogiques avec une revue que vous connaissez, je pense, voilà, pour l'avoir consulté dans vos préparations. Voilà, il y a aussi des éléments pour non seulement pour la préparation de concours, mais vous verrez aussi, on a fait tout un dossier pour les stagiaires. Et que donc, une fois que vous aurez bien fêté l'admission au concours, vous pourrez tranquillement, en début d'année scolaire, quand vous allez préparer votre année, vous verrez, on a tout un dossier qui est sur ce site et qui permet d'apporter du contenu sur des APSA, voilà, des activités pour lesquelles vous n'avez pas forcément eu une formation complète dans votre cursus. Voilà, Dom, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Comme Coralie, on a tous un petit peu des problèmes de garde, mais voilà, on le fera par mail. Je m'engage, je répondrai à tout le monde. Voilà, pour certains même, on se joindra au téléphone, puisque les situations très particulières et c'est plus facile à expliquer à l'oral. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez le moindre question, n'hésitez pas. Il ne faut pas rester tout seul, il faut nous contacter. Voilà. On n'a rien à vendre, nous, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner dès maintenant et pendant toute votre carrière. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vous dis rien pour le concours. Et voilà, et aussi, je vous dis juste qu'on se revoit à Vichy. Normalement, je serai sur l'ensemble des sessions, pratiquement. Donc, voilà, Dom sûrement sur une, Coralie va sûrement venir aussi. Donc, voilà, et vous rencontrerez des militants du SNEP à Vichy de plusieurs académies qui seront là pour voilà, vous donner des contenus, vous répondre à des questions, vous accueillir et vous accompagner dans cette épreuve qui sont les épreuves d'admission à Vichy. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne fin d'année. Voilà, à bientôt.